Bienvenue à Question Directe qui reçoit aujourd'hui M. Mamadou Diop Decroix. Mamadou Diop Decroix, vous le connaissez, on le présente depuis au Sénégalais, c'est le secrétaire général d'AJ/PADS. M. Mamadou Diop, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous le savez, cette semaine d'actualité, c'est la marche du Parti démocratique sénégalais. Quelle analyse faites-vous de cette marche? Je vous remercie Alassane de m'avoir invité à cette émission. Je salue vos téléspectateurs. La marche de mardi dernier, qui était une marche, c'est vrai, initiée par le PDS, mais co-organisée avec l'initiative pour un rassemblement démocratique, Bolo Tahaou Ashkanwi, qui est une coalition d'une dizaine de partis, comme vous le savez. Je crois que ça, vous l'avez tous dit, hein, les médias, ça a été une marche réussie du point de vue de l'affluence, évidemment, du point de vue aussi de la détermination qu'on a sentie auprès des marcheurs. C'est une marche qui a articulé, bien entendu, ce que dans l'opposition on appelle les attaques aux libertés démocratiques, aux préoccupations aussi des populations. Aujourd'hui, le coût de la vie, le problème de l'emploi, le problème de l'énergie et bien d'autres questions, vous comprenez. Donc, je crois que ça a été un moment démocratique assez fort, un moment aussi qui a permis à une partie de la population, au fond, de s'exprimer. Oui, beaucoup ne comprennent pas aujourd'hui que le Parti démocratique sénégalais et les autres coalitions, comme vous l'avez dit, participent à cette marche pour demander la libération de Karim Wade. La marche dépassait la problématique de la libération de Karim Wade. Karim Wade n'est pas le seul détenu là-bas, il y a beaucoup d'autres détenus. Donc les leaders politiques qui se sont exprimés n'ont pas seulement demandé la libération de Karim Wade, ils ont demandé la libération d'autres personnes. Mais je crois que la particularité de Karim Wade nous renvoie toujours au fameux problème de la Cour de répression de l'enrichissement illicite, qui est, comme vous le savez, un tribunal d'exception que nous condamnons de tout temps. Moi qui vous parle, j'ai fait 8 mois de prison ferme pour avoir été condamné par un tribunal d'exception, la Cour de sûreté de l'État. Pourquoi? Parce que j'avais dit que ce qui se passait n'était pas bien dans le pays. Je n'avais pas volé, je n'avais pas menti, j'avais exprimé une opinion sur la marche du pays. Et ce tribunal m'a condamné pour 8 mois de prison ferme. Donc je suis contre les tribunaux spéciaux, je suis contre la Cour de répression de l'enrichissement illicite. Je suis pour que ceux qui gèrent des deniers publics rendent compte. Je suis pour que si, en rendant compte, on s'aperçoit que vous n'avez pas bien géré, je suis pour que la loi s'applique. Mais je suis contre la Cour de répression de l'enrichissement illicite qui a mis Karim Wade et d'autres en prison. L'incompréhension de beaucoup de Sénégalais, c'est que ce n'est pas seulement Karim Wade qui est en prison, qu'on n'a pas entendu le PDS et la coalition dont vous parlez sortir manifester. Pourquoi attendre que Karim Wade soit mis en prison pour manifester? Pourquoi pas les autres? Merci. Je vous ai dit la différence. Si Karim Wade avait été envoyé en prison par les juridictions normales, régulières, qui existent dans notre pays, peut-être que des gens auraient marché pour libérer ça, pour demander sa libération, mais sous d'autres formes, c'est clair. Alors qu'ici, il s'agit, à mon avis, d'une voie de fait. C'est-à-dire que moi, dès lors que je suis contre la Cour de répression de l'enrichissement illicite, je ne suis pas le seul d'ailleurs, les organisations des droits de l'homme sont contre la Cour de répression de l'enrichissement illicite et bien d'autres. Donc, c'est parce que probablement c'est la Cour de répression de l'enrichissement illicite qui a envoyé Karim Wade en prison que les gens sont contre. Mais concernant la Cour, on entend parce que, comme est-ce que Karim Wade il lui est reproché, je crois, de s'être enrichi de façon illicite. Il lui est reproché. On ne peut pas quand même appliquer une justice de l'Antiquité, quoi. Il faut laisser les tribunaux fonctionner normalement. Parce que les juridictions qui existent dans notre pays régulières, ils peuvent connaître des cas de ce genre et les traiter de façon tout à fait normale. Mais pourtant, un leader comme Djiboka a dit, c'est la raison pour laquelle, sur l'antenne de certaines télévisions et radios, M. Djiboka a dit que la loi, même si elle est mauvaise, c'est la loi quand même, il faut l'appliquer. Mais je suis contre cette façon de voir. Je suis contre. Parce que moi, je ne suis pas formaliste.
je m'intéresse au fond. Le fond, c'est est-ce que les droits et les libertés des gens sont respectés. S'ils ne sont pas respectés, si c'est la loi qui dit qu'il ne faut pas respecter, je suis contre la loi et je suis contre qu'on respecte la loi. Parce que la loi, cette loi ne peut pas être au-dessus de la constitution de notre pays qui reconnaît les droits et les libertés des citoyens et des personnes. Mais vous avez été quand même pendant au pouvoir, pendant 12 ans avec Abdoulaye Wade. Pourquoi à ce moment-là, vous n'avez pas décrié cette CREI aujourd'hui que vous décriez? Mais la CREI n'avait pas fonctionné en son temps. Du temps de Abdou Diouf. Mais elle était là quand même. Oui, mais elle n'a jamais... J'avais même oublié, moi, la CREI, pour ne rien vous cacher. Je l'avais même oublié. Peut-être que si je ne l'avais pas oublié, j'aurais demandé qu'on supprime purement et simplement la CREI. Quand Abdou Diouf l'a créé, j'étais contre. Quand Senghor a créé la Cour de sûreté de l'État, j'étais contre. Donc j'étais contre hier, je suis contre aujourd'hui, demain aussi je suis contre les tribunaux d'exception. Mais on parle quand même de milliards de francs CFA détournés qui sont reprochés. M. Karim Wade, jusqu'à la preuve du contraire, est encore présumé innocent. Est-ce que vous ne devez pas laisser la justice faire son travail? Mais la justice, on parle de justice. Vous avez des juridictions, mais en France, il n'y a pas de cour de répression de l'enrichissement illicite. Aux États-Unis, il n'y en a pas. Dans les grandes démocraties, nous prétendons être une grande démocratie. On n'a qu'à faire comme eux. Nos juridictions sont compétentes pour connaître de ce genre de problèmes. On n'a qu'à les laisser travailler. On ne peut pas prendre une juridiction d'exception avec un procureur spécial qui peut créer son propre droit, m'a-t-on dit, et faire ce qu'il veut. Ce n'est pas acceptable. Et je ne l'accepterai pas. Vous êtes député à l'Assemblée nationale, vous avez les moyens de contester cette cour. Bien entendu, nous allons y arriver. Je crois que personne n'avait pensé qu'on en arriverait là au Sénégal. Maintenant, bon, nous en sommes là. Nous sommes obligés d'en tirer les conséquences. Je crois qu'il y a encore de belles batailles démocratiques en vue. Et la suppression de la Cour de répression de l'enrichissement illicite fait partie de ces batailles démocratiques à mener. Mais M. Mamadou Diop Decroix, Abdoulaye Wade a employé pratiquement, quand il était au pouvoir, plus de 120 ministres, ou de 150, comme les gens le disent. Pourtant, ce n'est pas tous qui ont été convoqués. Vous avez été ministre, vous n'avez jamais été convoqué. Parce que certainement, vous voyez bien gérer peut-être le ministère qui vous a été confié. Écoutez, moi je n'ai pas été convoqué, je n'ai pas volé. Ça ne veut pas dire que ceux qui sont convoqués ont volé. Ça ne veut pas non plus dire qu'ils n'ont pas volé. Donc, franchement, je ne me mettrai pas ici à faire le travail des juges au Sénégal. Je demande que l'État, en tant qu'institution, puisse fonctionner selon les règles dont nous nous sommes dotés souverainement. Je vous ai dit, Alassane, que les juridictions de notre pays peuvent connaître de cette affaire. Il faut les laisser connaître de cette affaire. Ne pas essayer de passer par ce que j'appellerais des béquilles. Parce que la Cour de répression de l'enrichissement illicite est une béquille. On ne doit pas passer par une béquille pour régler des problèmes de ce genre. Sinon, qu'est-ce que vous courez comme risque? Qu'on considère simplement que vous êtes en train de faire des règlements de compte. Or, je pense quand même que le président Macky Sall n'a pas soulevé ces questions pour régler des comptes. Donc, tout ce qui peut apparaître ou autoriser des interprétations de ce type doit être évité. C'est tout. Oui, nous sommes dans un pays pauvre qui n'a pas d'argent. On parle de ministres qui sont enrichis parce qu'ils n'ont jamais travaillé dans leur vie. Est-ce que vous comprenez qu'on prenne autant d'argent dans un pays comme le Sénégal? Attendez, on reproche aux gens d'avoir pris autant d'argent et qu'on dise aujourd'hui au Sénégal, bon écoutez, la Cour est illégale, il faut la supprimer, il ne faut pas faire la justice. Non, Alassane, non. La nuance est très importante. Vous dites, des gens ont pris des milliards. Reproché. Voilà. La différence est importante. Parce qu'on est présumé innocent. Voilà. Vous avez déjà des personnes qui ont condamné déjà. Alors, s'il en est ainsi, on va à la fin du monde. Les Wolofs disent, Yalla du rayal ken ay nonam. Parce que si chaque fois que j'ai un adversaire, je prie le bon Dieu pour qu'il l'élimine, nous allons tous disparaître de la surface de la terre. Par conséquent, il est important qu'on se donne des normes et des règles. Le Sénégal s'est donné des normes, s'est donné des règles. On doit laisser ces normes et ces règles fonctionner. Ne pas aller
en rajouter véritablement, parce que peut-être on pense que les normes et les règles ne pourraient pas faire face aux problèmes que nous voulons régler. Je pense très sincèrement... Il ne faut pas faire confiance à la justice, pour laisser la justice faire son travail. Oui, je pense que les montants qui sont annoncés sont importants, c'est vrai. Mais est-ce que c'est... puisque le montant est important, qu'il faut violer les règles et les normes? Non, c'est justement parce que, vous savez, une année aux États-Unis, il y a eu un problème. Je crois que c'était un risque nucléaire dans une centrale. Les gens se sont réunis, c'était très sérieux, ils ont essayé de voir comment régler le problème. Mais je pense qu'en fin de compte, ils ont écouté ceux qui leur ont dit: nous avons élaboré des programmes pour faire face à des situations de ce type. Laissez fonctionner les programmes. Si vous cherchez à éliminer les programmes pour inventer des choses, pour faire face, ça pourrait ne pas marcher et ça pourrait être extrêmement grave. Ce n'est pas parce que les accusations sont graves qu'on doit mettre de côté les juridictions sénégalaises normales, compétentes, avec des magistrats connus qui officient de par le monde. Donc nous avons ce qu'il faut. Ayons confiance en nous-mêmes. Alassane. Est-ce qu'on ne doit pas laisser la justice dans cette affaire faire son travail? C'est justement ce que je dis. Il faut laisser la justice faire son travail. Le tribunal spécial n'est pas un tribunal qui corresponde à la justice de notre pays, parce que c'est un tribunal qui va à l'encontre des dispositions fondamentales de notre Constitution. Mais dans ces tribunaux, il y a quand même des juges auxquels les Sénégalais font confiance, vous et moi. Est-ce qu'on ne doit pas laisser eux faire le travail? Alors, raison pour laquelle donc, il faut annuler la procédure enclenchée par ce tribunal spécial et remettre le dossier aux juges qui vont juger. Ce n'est pas des juges de le dire, ceux qui sont là-bas. Quels juges? Qui sont au tribunal, qui doivent juger cette affaire. Non, vous savez, il y a deux écoles qui se battent sur ce terrain-là. Moi, je ne suis pas un juge, mais j'ai écouté attentivement les avocats du gouvernement. J'ai écouté attentivement les avocats de Karim Wade et des autres. J'ai écouté attentivement les avocats des organisations des droits de l'homme. Hassan Dioma Ndiaye est un éminent avocat, président, je crois, de l'Organisation nationale des droits de l'homme. Je les ai écoutés attentivement et je trouve que ceux qui sont les plus raisonnables, ce sont ceux qui nous renvoient à notre Constitution, qui, dès son préambule, proclame la protection des droits et des libertés des gens. La Cour de répression de l'enrichissement illicite, en tant que tribunal spécial, a enfreint cette disposition fondamentale de notre Constitution. Donc, ce tribunal ne peut pas être valable. Je ne le reconnais pas. Je vous dis, moi, Mamadou Diop, si le tribunal me convoque, je ne me présenterai pas. Pourquoi? Parce que je ne le reconnais pas. Mais il est non, dans l'arsenal parce que vous savez quoi? Vous savez quoi? Les Wolofs disent Watch dans mo ci gëna gaaw. Je ne vais pas permettre à des gens qui veulent m'envoyer en prison de formaliser ma mise en prison. Je ne le permettrai pas. Je refuserai de me présenter. Si je dois aller en prison, je vais en prison. Donc, ça va, c'est plus rapide. C'est plus rapide. Vous êtes pour la violation de la loi alors? Quelle violation de la loi? En respectant pas le tribunal qui vous convoque. Non, qui est dans l'arsenal non, du non, je ne reconnais pas ce tribunal. C'est un tribunal spécial. Si on me convoque là-bas, je considérerais que ce sont des adversaires politiques qui veulent formaliser une mise en prison. Je ne leur permettrai pas. Ils m'amèneraient en prison plus rapidement. C'est tout. Et puis voilà, on passe à autre chose. Par rapport à la situation du pays, aujourd'hui il y a la coalition Benno Bokk Yakaar qui officie, qui est au pouvoir. Quelle analyse faites-vous de la façon de faire, de la façon de travailler? Merci beaucoup Alassane. Ayant commenté un peu sur cette marche, je voudrais à cette étape-ci, Alassane, appeler à ce qu'on essaie de dépasser les situations dans lesquelles nous sommes. Ce ne sont pas des situations qui vont dans le sens des intérêts de notre peuple. Pourquoi? Je considère que le président Macky Sall a été élu par 65%
de nos compatriotes qui ont voté. C'est une belle majorité. On a même parlé de référendum. Je pense que s'il en a été ainsi, c'est peut-être parce que les attentes étaient très fortes, très fortes. Et ce sont des attentes qui portent sur l'essentiel. Parce que vous savez, l'être humain, c'est aussi un animal, comme on dit. Vous avez besoin de vous nourrir, de vous vêtir, de vous loger, de vous soigner et d'apprendre. Ce sont ces problèmes que les Sénégalais ont. Ce sont ces problèmes que les Sénégalais rencontrent. Et ils ont cru en Macky Sall en l'élisant aussi massivement, évidemment dans le cadre d'une constellation de coalition, d'un cartel de coalition. Je m'attendais pour ma part à ce que, immédiatement après, ces différentes grandes coalitions qui se sont quand même nouées autour de programmes pour certains. Je sais que la coalition Benno Siggil Sénégal, Benno ak Tanor, ces deux coalitions s'étaient retrouvées à Benno Siggil Sénégal autour des conclusions des assises nationales. C'est quand même une vision, un programme, etc., même s'il n'est pas complet. Et la coalition Macky 2012 également avait Yoonu Yokkute. Je pensais qu'immédiatement après la victoire, ils allaient se retrouver pour harmoniser ces deux approches et en féconder un programme, une vision, un projet de société et un programme pour au moins sur un mandat ou deux mandats, si le peuple en décide ainsi, qu'ils puissent véritablement avancer de manière sérieuse dans la résolution de ces problèmes et dans la mise en place, dans la mise du Sénégal sur une rampe de l'émergence. Bon, ça n'a pas été le cas et ça ne semble pas être on ne semble pas être dans la bonne direction pour aller dans ce sens-là, mais plutôt une situation assez délétère, une atmosphère assez délétère où au sein de chaque coalition, les gens se tirent dans les pattes. Entre les coalitions, les gens se tirent dans les pattes. Et tout cela fait désordre. Et je crois que après les petites querelles, je parle des petites querelles, c'est-à-dire passer tout notre temps à nous chamailler, à nous taper dessus, etc. Il faut passer aux grandes querelles. Les grandes querelles, c'est comment aujourd'hui régler le problème de la sous-alimentation, de la malnutrition dans notre pays. Comment régler aujourd'hui le problème de l'énergie qui manque. Je ne parle même pas des ménages qui n'arrivent pas à s'éclairer. Mais quand vous n'avez pas l'énergie, vous ne pouvez pas avoir une industrie compétitive. Vous ne pouvez pas développer votre économie. Et allez dans les comptes, vous calculez, vous regardez l'impact de ce déficit énergétique sur la production et sur notre appareil économique en général. Vous regardez le sous-emploi, c'est lié. Les jeunesses chôment, les jeunes Sénégalais. Récemment, lorsque les 5000 emplois se sont pointés dans la fonction publique, je crois qu'on a parlé de 125 000 demandes. Je ne sais plus où est-ce qu'ils en sont à l'heure actuelle. 150 000 demandes pour 5 000 emplois. C'est un indicatif extrêmement sérieux. Moi, très franchement, si j'étais à la place du président Macky Sall, j'aurais changé mon angle d'attaque. J'aurais approché les choses d'une autre manière. Qui puisse permettre quand même de rassembler le maximum de Sénégalais susceptibles d'être rassemblés autour justement de la résolution de ces questions. Vous savez, à l'époque de la guerre froide, et même avant, on a eu souvent des coalitions qui se battaient, qui se faisaient la guerre. J'ai été maoïste dans un autre monde, et je continue d'avoir beaucoup d'admiration et de respect pour Mao Tse-tung. Lorsque la Chine a été envahie par le Japon, le Kuomintang de Chiang Kai-shek et le Parti communiste
de Mao Tse-tung se sont retrouvés dans un large front uninational pour vaincre l'invasion du Japon. Ils ont vaincu le Japon. C'est vrai que d'autres contradictions se sont développées par la suite, mais la Chine aujourd'hui est au centre du monde. En Chine, le Chungkuo, ils disent Chungkuo pour parler de Chine. Je crois qu'en chinois, Chungkuo signifie le centre du monde. Hein? Nous avons beaucoup à apprendre, à mon avis, des Chinois. Les problèmes que nous avons aujourd'hui, pour moi, sont plus importants et peut-être plus graves qu'une guerre. Parce que vous avez la faim, la malnutrition, les maladies du sous-développement. Vous avez le chômage, vous avez la misère, vous avez beaucoup de choses dans notre pays et dans nos pays. Je parle de l'Afrique, je suis un panafricaniste. Et donc, je pense que notre gouvernement et nos gouvernements en général devraient avoir cette approche de solidarité et d'unité pour attaquer ces problèmes, plutôt que de perdre beaucoup de temps dans des batailles qui n'en valent pas la peine. Vous avez fait un tableau très sombre du pays aujourd'hui par rapport aux problèmes qui sont là. Est-ce que ce n'est pas aussi votre héritage? C'est un héritage qui date du Parti socialiste. Et de vous-même aussi. Oui, bien sûr. Les problèmes que nous avons sont à adresser à divers niveaux. Nous avons l'échange inégal dans le monde. L'échange est inégal. Les faibles. Ça, il faut bien le dire. Il ne faut pas considérer que les maux que nous dénonçons aujourd'hui sont du seul fait de nos gouvernements. Ce n'est pas le cas. Donc il y a cela. Il y a cela. Il y a ensuite l'héritage. Je dis que Wade a hérité de 40 ans du régime du Parti socialiste. Mais il y a de Wade lui-même. Aujourd'hui encore, ces mêmes phénomènes se présentent. Vous avez la situation internationale qui demeure tout à fait injuste du point de vue des échanges économiques, commerciaux et des services. Mais vous avez aussi les propres turpitudes du régime de Macky Sall. Je suis désolé, on n'a encore qu'un an. Mais les Sénégalais ne s'attendaient pas à ce qu'ils sont en train de voir aujourd'hui. Est-ce que le choix des biens mal acquis, ce n'est pas aussi une demande sociale forte des Sénégalais qui avait sanctionné le régime d'Abdoulaye Wade par la gabegie, la façon de gérer le pays aussi? Alors, je suis désolé de vous dire que on a fait un glissement sémantique très rapide sur ce point. Non, la demande sociale qui avait été sur la table de Macky Sall n'était pas liée à ce qu'on a appelé plus tard les biens mal acquis. Non, la demande sociale, c'était l'emploi des jeunes, c'était l'énergie, c'était le coût de la vie, c'était l'école, c'était la Casamance. Il y avait aussi le fait bien entendu, les gens qui sont au pouvoir, bien qui entendu, prennent l'argent du pays, qui font ce qu'ils veulent avec, s'en rendent compte. Après la victoire, bien entendu, on a dit aux gens qu'il y avait des milliers de milliards qui étaient dehors et qu'il fallait ramener cela. C'est vrai, à partir de ce moment, les Sénégalais ont dit, ah bon, s'il en est ainsi, il faut ramener cela. Donc, souvent on présente cette question comme, oui, le président Macky Sall avait pris l'engagement, quand il était candidat, de faire la traque des biens mal acquis. Dans la campagne, on a entendu quand même tous les leaders de partis politiques en parler, la plupart d'entre eux. On a bien suivi la campagne. Je voudrais que ça soit, à mon avis, très clair. Absolument. Parce que sinon, on va présenter les choses d'une manière pas très... Les Sénégalais ont suivi la campagne. Pas très orthodoxe. La campagne a été suivie par les Sénégalais. Pas très plupart orthodoxe. d'entre eux, les Sénégalais réclamaient que leur argent soit mieux géré. Pas très... Alors, la gestion vertueuse, tous les candidats pendant la campagne. Oui, tous les candidats l'ont revendiqué. Je ne vois pas un candidat, pas seulement de par le monde, venir dire à ses électeurs, votez pour moi, après je vais vraiment je vais saccager les biens publics, je vais faire ce que... Non, chacun dira, votez pour moi et je vais bien gérer. Gestion vertueuse, moi je veux bien, mais regardez le problème du gré à gré. Le gré à gré, mais a été
dénoncé sous le président Abdoulaye Wade. Tout le monde en a parlé, même nos amis qu'on appelle les partenariats, comment on les appelle, les partenariats bilatéraux. Ceux qui nous aident, entre guillemets. Alors, tout le monde en a parlé. On m'a dit que le gré à gré avait été ramené à 8% des marchés publics. Aujourd'hui, le gré à gré a été multiplié par 3. On est à 24% de gré à gré dans les marchés publics. Vous croyez que la multiplication du gré à gré ne laisse pas penser à une multiplication de la corruption dans l'appareil étatique? Vous avez là des problèmes. Vous avez là des problèmes. Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il ne faut pas, à votre avis, proposer des instruments beaucoup plus efficaces de contrôle à l'Assemblée nationale? Vous avez été élu pour ça aussi. Non, je ne crois pas aux instruments. Je crois en l'homme. Vous inventerez 1001 lois. Les gens continueront à faire du gré à gré si vous ne changez pas l'homme. Quand je dis l'homme, H majuscule, je pense aussi à la femme. Je dis qu'il nous faut renforcer la culture de la citoyenneté dans notre pays. Vous savez, en renforçant la culture de la citoyenneté, mais enfin, on va aller trop loin parce que finalement, ventre vide n'a pas d'oreille. Abdoulaye Wade lui-même se plaignait de ça, du fait aujourd'hui que les règles mises en place par le Code des marchés sont tellement lentes qu'il faut qu'aujourd'hui, dans les ministères aussi, il y a des projets qui sont financés qui n'arrivent pas à se faire parce que les procédures sont tellement longues, alors que les populations attendent. Donc il faut réformer le Code des marchés. Oui, des progrès ont été très importants ont été faits, hein, dans ce sens-là, dans le cadre d'accélérer l'élaboration, la mise en œuvre. Oui, beaucoup de progrès avaient été faits. Je n'ai pas les chiffres, mais franchement, on avait beaucoup progressé dans ce domaine-là et je pense que ce sont les mêmes fonctionnaires qui sont là. Si on les laisse travailler, les choses vont encore s'améliorer davantage. Mais, encore une fois, ma conviction personnelle est que la culture, vous savez, la pauvreté aussi génère une culture, des formes de conscience. Au Sénégal, nous sommes sous cela. Moi, je ne suis pas dans le gouvernement, mais je sais ce qui se passe, Alassane. On est loin de ce que Macky avait promis aux Sénégalais en termes de moralisation, en termes de vertu. On est loin de cela. Et je vois des titres dans la presse. Parfois, je n'y crois même pas parce que ça me paraît tellement gros. Ça me paraît tellement gros. Quand on parle, par exemple, de l'immixtion de la famille dans la gestion du président Macky Sall, j'ai appris dans un journal que c'est mon ami, je ne veux même pas le citer, parce qu'il est proche du président, il a gagné un marché de 5000 logements. Non, je crois qu'il faut... Justement, en tant que député à l'Assemblée nationale, vous ne devez pas initier des commissions d'enquête parlementaires pour savoir dans quelles conditions ces choses-là ont été faites. Il faut. Moi, sur l'oignon, par exemple, j'ai demandé la mise en place d'une commission d'enquête. Regardez l'oignon. Ça aussi, on n'en parle pas souvent. Quand moi j'étais ministre du Commerce en 2005, le Sénégal produisait 70 000 tonnes d'oignons par an. Nous avons mis en place la politique de protection de notre production locale. C'est prévu par les règles de l'Organisation mondiale du commerce. Cette protection, quand l'oignon local arrive sur le marché, il faut interdire l'importation de l'oignon étranger. Ce qui nous a permis de multiplier, de passer de 70 000 tonnes en 2005 à 250 000 tonnes cette année. Qu'est-ce qui s'est passé cette année? Mais on a ouvert les frontières. L'oignon étranger est rentré de façon massive, ce qui a mis totalement à terre la campagne de commercialisation de l'oignon local. Mais j'ai posé une question orale au ministre du Commerce pour qu'il vienne nous expliquer comment cela a-t-il pu se passer. Et j'ai demandé également une commission d'enquête parce que si ce qui s'est passé cette année se passe l'année prochaine,
c'en est fini pour la filière oignon au Sénégal. On parle de la filière tomate également qui est gravement touchée. Voilà une conception que nous devons avoir. J'ai regardé Yoonu Yokkute, entre parenthèses, qui a été remplacé maintenant par la stratégie nationale de développement économique et social. On ne l'a pas suffisamment dit aux Sénégalais. Parce que si on le dit aux Sénégalais, c'est une parenthèse, la stratégie nationale de développement économique et social SNDS n'est rien d'autre qu'un ajustement du document de politique économique et sociale qui a été validé en novembre 2011 et qui a été validé. Alors, qui a été ajusté. Cet ajustement, qu'est-ce que cela montre? Cela montre qu'il n'y a pas de rupture, mais une continuité. C'est ce que d'ailleurs mon ami Ibrahima Sène, qui est un membre éminent de Benno Bokk Yakaar, économiste connu, a reconnu. Il a dit que du point de vue économique, il n'y a pas de rupture. Mais on est à 1,7% de taux de croissance cette année-ci, contre un taux de croix démographique de 2,5%. Donc on n'a pas avancé, on a reculé. Et d'autres indicateurs que j'aurais pu vous donner ici montrent que le tableau de bord n'est pas bon. Or, c'est le tableau de bord qui compte. Dans un véhicule, quand vous montez dans un véhicule, vous regardez le tableau de bord. Est-ce que l'huile est au bon niveau? Est-ce que l'eau est au bon niveau? Est-ce que le carburant... La économique qui n'est pas bonne? Et voilà, est-ce que le carburant... C'est la situation économique qui n'est pas bonne. Et pourquoi? Macky a été élu pour résoudre ces problèmes. Moi, je pense qu'il aurait dû, il doit se concentrer véritablement sur ces questions et trouver des solutions. Parce que si Macky échoue, et moi je ne suis pas du camp de Macky, je suis de l'opposition, mais je ne veux pas qu'il échoue. Parce que s'il échoue, c'est toi, Alassane Samba Diop, c'est moi, Mamadou Diop, et c'est les autres Sénégalaises et les autres Sénégalais qui vont en pâtir. Donc il y a là, à mon sens, je demande qu'on prenne de la hauteur au Sénégal aujourd'hui. Nous devons prendre de la hauteur. Je parlais tout à l'heure des indicateurs. Vous savez que grâce à notre image démocratique, nous avons eu 205 milliards de dons au titre du budget. 205 milliards en 2012. C'est l'image démocratique du pays. On n'a pas produit jusqu'ici de pétrole. Mais c'est important. Donc, tout ce qui peut, à mon avis, améliorer cette image doit être préservé. D'abord, par rapport à ce qu'on aurait pu écouter. Moi, j'ai dit, on accuse Karim Wade. Les rapports entre Karim Wade et Macky Sall ne sont pas les rapports entre Mamadou Diop et Karim ou entre Mamadou Diop et Macky Sall. N'est-ce pas? C'est clair. Bon, aujourd'hui, nous sommes dans un pays qui s'appelle le Sénégal. Là où Macky Sall a pu accéder aujourd'hui, être le magistrat suprême de notre pays, le premier magistrat de notre pays, mais c'est aussi quelque part grâce à Abdoulaye Wade. Nous avons une culture dans ce Sénégal-là. Moi, je crois que Macky Sall aurait pu faire à l'heure actuelle au président Wade un travail de par le monde tel qu'on n'en serait pas là du point de vue économique, du point de vue des investissements, du point de vue des apports financiers. Wade, il a des capacités, il faut le lui reconnaître, même si on n'est pas d'accord avec lui, il a des capacités extraordinaires qu'il aurait pu aujourd'hui démarcher des gens, des pays, à travers le monde, tels que ce seraient des milliards qui pleuvraient dans ce pays-là. Maintenant, bon, je pense que ce n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard. On doit pas rendre compte. Absolument. Nos impôts. Ah, si, il faut. Encore une fois. Non, c'est clair. C'est ce que nous avons toujours dit. Donc, il ne faut pas qu'on peut-être revienne, puisque je crois que c'était très clair. Hein? Il faut rendre compte. Mais je pense que nous devons avoir une ingénierie politique plus pointue
pour faire face. C'est pas la faute à vous, les politiciens? Ah si, tout à fait. Je pense que récemment, il a dit, Macky Sall, que, à son avis, les gens devraient se regrouper. On parlait de financement des partis politiques. Mais Macky Sall dit que il est libéral social. C'est vrai, même s'il a été maoïste dans un autre monde. Il est libéral social. Abdoulaye est libéral social. Le PDS est libéral social. Ok, on pourrait aller vers ça, que la gauche historique essaye de se retrouver, que les sociodémocrates essayent de se retrouver, et qu'à travers ces différents pôles, on explore les plages de convergence, ce qui permettrait, à mon avis, à ceux qui gagnent de gouverner tranquillement et à ceux qui s'opposent, de s'opposer aussi tranquille et que le pays passe au travail. Moi, je pense que, franchement, c'est important. Sinon, qu'est-ce qui va se passer? Actuellement, Idrissa Seck et Macky Sall ne s'entendent pas. Bon, j'ai lu ce matin que Idrissa a dit que voilà, toutes les portes sont fermées. Comment Idrissa Seck et Macky Sall peuvent-ils partager la coalition Benno Bokk Yakaar sans pouvoir se parler? Pourquoi? Parce que probablement, voilà, on écoute des gens dans l'entourage. Dans les entourages aussi, ce n'est pas tout le monde qui fait du bon travail. Vous avez des gens probablement qui travaillent à ce que les gens s'entendent et à ce qu'on puisse faire face aux difficultés. Mais vous avez aussi des gens qui... Mais est-ce que c'est pas la révélation des ambitions personnelles au Sénégal aujourd'hui? J'y arrive. Vous avez donc les entourages, mais ce phénomène a existé dès le début de l'alternance en 2000 entre Abdoulaye Wade et Moustapha Niasse aussi. Les entourages ont tout fait pour les séparer. Mamadou Dia et Senghor, les entourages avaient tout fait pour les séparer, etc. Bon, j'entendrai quelques téléspectateurs parler de AJ, pourquoi pas aussi, entre mon grand frère et moi-même. Non, il faut que nous écoutions le peuple, que nous écoutions le pays. De maturité de la classe politique sénégalaise dans la gestion du pays. Vous avez raison. J'ai parlé tout à l'heure de la culture de la pauvreté. Culture entre guillemets, puisque bon, ça peut être très compliqué. Mais c'est les luttes pour le pouvoir. Elles existent partout, les luttes pour le pouvoir. Mais si le pouvoir est conçu comme un espace où on peut manger, où on peut manger, j'utilise le terme, c'est régler les problèmes du ventre. Alors, c'est un peu ça, moi, ça me rappelle quelque part les anciennes périodes de l'humanité où les moyens étaient très limités, où donc on se bouffait pour accéder à la nourriture. Aujourd'hui, c'est à peu près comme ça. Est-ce que ce n'est pas aussi un reflet de la société sénégalaise en tant que telle aujourd'hui, où même ceux qui sont au pouvoir sont perçus comme étant des apporteurs d'affaires? Mais bien sûr, c'est exactement, c'est ça qui imbibe. C'est devenu une civilisation. Mais comment s'élever par rapport à cela? Alors, c'est, à mon avis, c'est pour ça, tout à l'heure vous aviez bien raison d'indiquer la responsabilité des leaders politiques. Nous devons être à la hauteur et tenir notre rang. Ce n'est pas toujours le cas, malheureusement. Et il nous faut mener peut-être une guerre intérieure. Il faut que nous-mêmes, les leaders politiques, chacun individuellement, puisse mener des batailles des remises en cause, quoi. Ça me paraît important parce que les pressions sont fortes. Moi, Macky Sall, on parle de l'irruption de la famille. Bon, quelle est la responsabilité aussi, justement, de l'entourage familial? Ils disent, bon, c'est pour 5 ans, ou bon, maximum c'est pour 10 ans, etc. C'est ce type de raisonnement. Ça ne pose pas quelque part le problème de leadership dans ce pays. Ah si. Leadership, de problème même de formation dans les partis politiques, de former des gens par rapport à la gestion d'un État. Absolument. Vous avez tout à fait raison. Et nous, à notre modeste dimension, nous l'avons compris très tôt. Vous savez,
Sous peu, Alassane, je vous proposerai une rencontre pour parler de notre nouvelle vision de la politique au Sénégal, notre nouveau projet de société pour le Sénégal, notre nouveau programme pour le Sénégal. C'est vrai, nous ne sommes pas forts électoralement, c'est vrai, nous n'avons pas des milliards, mais nous avons des propositions pour sortir le Sénégal. Le problème, est-ce que vous serez entendu par une population qui ne voit derrière le politicien que quelqu'un qui apporte de l'argent? Hélas, hélas. C'est pas une bataille perdue d'avance? Hélas. Rien n'est perdu d'avance. Rien n'est impossible dans l'univers pour celui qui ose escalader les cieux, comme disait l'autre. J'ai regardé, on a écouté une place théorique très importante à l'agriculture. Mais si vous regardez la stratégie nationale de développement économique et social, la place réservée à l'agriculture, les montants qui sont alloués, sont largement en deçà des ambitions qui ont été exprimées. Il faut revenir à ça. Je parle, moi, de la notion du concept d'économie rurale. Si nous voulons résoudre les problèmes de notre pays, avoir l'émergence, régler la faim, la malnutrition, la sous-alimentation, il faut la notion d'économie rurale. Regarde, Macky a dit, je vais apporter 1000 tracteurs. Il va les importer de je ne sais quel pays. Ces tracteurs-là, c'est bien, à défaut d'avoir quelque chose. Mais quel est le rapport entre la qualité de nos sols et ces tracteurs? C'est important. Nous avons ici des sols particuliers. Vous avez dans la Falémé 1 milliard de tonnes autour de fer. Vous pouvez mécaniser l'agriculture, mais une mécanisation en conformité avec nos sols à régénérer par ailleurs. L'agriculture familiale paysanne, qu'est-ce qui est fait, qu'est-ce qui est réservé pour cette agriculture aujourd'hui? Peu de choses. Même les semoirs de l'époque de Senghor, qui sont aujourd'hui ceux oui, c'est eux qui devraient être aujourd'hui réactualisés, multipliés, etc. Les paysans ont posé ce débat-là en disant c'est bien de mécaniser l'agriculture, mais nous on a besoin de charrettes. Mais bien sûr, mais alors on a besoin de semoirs pour travailler. C'est cela qu'il faut. C'est cela qu'il faut. Alors, voilà ce que j'ai fait. Ces milliards de tonnes de fer, j'ai dit, il nous faut réhabiliter les chemins de fer dans notre pays. Grand écartement, je ne parle pas de prendre ce chemin de fer Dakar-Bamako là, qui vous met 48 heures pour rejoindre Dakar à Bamako. Parce que l'argent, on en trouve toujours, mon cher ami. Quand vous avez de bonnes idées, vous avez toujours de l'argent. Moi, le programme dont je parle, il ne va pas jusqu'à Bamako, ce chemin de fer, il va jusqu'à Niamey. Ce chemin de fer, il va de Tamba jusqu'à Ziguinchor, en passant par Velengara, par Kolda, par Sédhiou. Le marché de Diaoubé, vous voyez le marché de Diaoubé, avec un chemin de fer, comment on intègre tous les pays de la sous-région. Les autoroutes, il faut faire un chemin de fer. Le chemin de fer Dakar, Thiès, Saint-Louis, il doit revenir. Saint-Louis jusqu'à Bakel doit revenir. Tout ce phosphate de Ndendori, vous êtes de Canel, vous savez très bien de quoi je parle. Toutes ces richesses, ces milliards de milliards qui sont là. C'est ça qu'il faut faire. Les autoroutes, il faut les mettre en place. Vous me dites, oui, il faut de l'argent. Oui, mais l'argent, comme je vous ai dit, si vous avez de belles idées et des idées pertinentes, les investisseurs vont se bousculer. Quand vous voulez gagner la bataille du chômage, la bataille du sous-emploi, faire en sorte... Alors, je ne suis pas keynésien, je suis un socialiste, mais justement, c'est comme ça que vous allez y arriver. Moi, j'ai calculé, j'ai fait tout ce calcul, je suis persuadé que nous pouvons avoir au moins 10 000 milliards de francs CFA entre les pays qui partagent cela. Je parle du Sénégal, de la Guinée-Conakry, de la Guinée-Bissau, de la Mauritanie, je parle du Niger, je parle du Burkina Faso et du Mali. 10 000 milliards, nous pouvons l'avoir par an dans le domaine des infrastructures, les rails, les routes, les autoroutes, etc., etc. Combien de milliers ou de millions d'emplois
vous créez avec ça. Le FMI vient de dire que l'Afrique subsaharienne, cette année, va avoir pratiquement 5% de taux de croissance. Que pour la première fois, l'Afrique va participer à la croissance mondiale. Mais le 5%, le paradoxe, c'est que l'Afrique reste pauvre. Est-ce que ces 5%, qu'est-ce qui tire la croissance? Qu'est-ce qui tire ces 5%? Voilà le problème. Si vous avez 5% de taux de croissance tiré par des secteurs qui n'impactent pas sur la grande masse, mais vous ne changez rien du tout. C'est pour cela que je vous ai parlé du concept d'économie rurale. Si vous révolutionnez l'agriculture familiale paysanne, l'exploitation familiale paysanne, vous réglez du coup la question de l'autosuffisance alimentaire, par exemple. Donc, en articulant l'exploitation familiale paysanne, l'agro-industrie de substitution à l'importation et l'industrie, l'agro-industrie d'exportation, vous réglez les problèmes de la balance commerciale, vous réglez le problème de l'autosuffisance alimentaire. C'est comme ça qu'on atteint l'émergence, Alassane Samba Diop. Il y a ce qui se passe aujourd'hui en Guinée, Conakry, avec Alpha Condé, qui a été élu. Beaucoup pensaient que la Guinée allait retrouver le consensus et travailler. Aujourd'hui, la Guinée continue à se déchirer. Alpha Condé est mon grand frère, vous le savez. Nous sommes des amis depuis plus de 20 ans, beaucoup plus, peut-être un quart de siècle. C'est un grand Africain, un panafricaniste. Je trouve que la Guinée est passée à 2 doigts de la guerre civile en 2010. Et il faut en rendre hommage à Cellou Dalein Diallo, qui a été à la hauteur, qui aurait pu faire comme ailleurs. Il ne l'a pas fait. À Sidya Touré et à tous les autres leaders guinéens. Et je leur rends un vibrant hommage parce que j'ai vu comment ça s'est passé là-bas. La Guinée a connu un demi-siècle de dictature, d'autocratie, et la Guinée vient de très loin. Je peux donc comprendre les difficultés que le président Condé rencontre en ce moment, mais je pense aussi que voilà, il est important, comme je le dis, de Macky Sall, comme je le dirais d'un autre leader politique africain, nous devons prendre de la hauteur. Le président Alpha Condé doit pouvoir s'entendre avec son opposition pour faire de la Guinée une démocratie respectée de par le monde. Parce que finalement, la Guinée ne manque que de ça. Les moyens naturels, les ressources naturelles de la Guinée peuvent entretenir toute l'Afrique. Toute l'Afrique, je vous dis bien. Donc, moi, je les encourage véritablement. J'ai fait récemment un article sur la situation en Guinée. J'encourage la classe politique guinéenne à s'entendre pour sortir de cette situation. Elle en est capable. Je sais que les Nations Unies essayent de faire quelque chose. L'OIF avec le président Diouf fait quelque chose. Le président Sall lui-même a rencontré le président Condé et Cellou Dalein Diallo à Conakry, à Nouakchott. Il faut encourager ces processus et parler, leur dire à chacun la vérité. Est-ce que ça ne pose pas la question qu'on avait abordée tout à l'heure, de pomme de leadership, de compréhension de la dimension du continent, de l'avancée du pays, du continent? C'est vrai, Alassane, c'est vrai. Nous devons... Nous avons un rapport morbide avec le pouvoir, semble-t-il. Absolument. Je suis entièrement d'accord avec toi. Mais ce n'est pas seulement valable pour ceux qui sont aux affaires. Même dans l'opposition. Voilà. Quand vous êtes aux affaires, vous tenez au pouvoir comme quel était le roi de France qui, après avoir perdu le pouvoir, passait tout son temps devant le miroir pour voir s'il était toujours le même. Je crois que c'est un peu ça. C'est comme si le pouvoir était quelque chose, une partie prenante de notre corps. Bon, ce sont... En ce moment, les populations, on les laisse dans la rue. Hélas, hélas, hélas.
Je vous avoue que vous avez tout à l'heure posé une question. Est-ce que ce n'est pas perdu d'avance? J'ai apporté une réponse. J'ai dit, rien n'est impossible dans l'univers. Mais c'est une bataille difficile. Mais il faut qu'on la mène. Il faut qu'on la mène. Je suis assez optimiste. Je pense que nos pays avancent quand même. Et ça passe par quoi? Par la refonte même de la façon de faire la politique dans nos pays? Tout à fait. Et comment faire? Je ne suis pas un maître là-dedans. Je crois que c'est un espace nouveau, un champ qui nécessite d'abord de l'humilité. De l'humilité. Oui, il faut de l'humilité. C'est-à-dire que nous devons accepter d'apprendre, tous les jours d'apprendre. Et ne pas considérer que Alassane Samba Diop ne peut rien m'apprendre. J'entends souvent ce terme. Hein, on n'a rien à nous apprendre si nous avons tout à apprendre. Et je pense que c'est... Maintenant, le fait de le dire ne suffit pas. Il faut aussi s'y mettre. Jour et nuit. Tout à l'heure, vous avez établi un rapport entre l'argent et l'écoute. C'est vrai qu'au Sénégal, quand celui qui parle est supposé être un milliardaire, on l'écoute plus que quand celui qui parle est supposé être endetté jusqu'au cou. Est-ce que le travail ne doit pas commencer dans nos maisons, dans l'éducation, avec nos enfants? Tout est dans tout. Tout est dans tout. Le père de famille qui doit inculquer à l'enfant cette morale, cette éthique de doylo, du doylo, de se suffire, avoir confiance en soi-même. Je donne souvent l'exemple de mon neveu, que j'ai trouvé un jeune garçon aux États-Unis, à New Jersey. Il rentrait de l'école. J'ai dit, qu'est-ce que vous avez appris aujourd'hui? Il m'a dit, on a appris l'histoire. Ok, quel thème? La guerre d'Irak, la première guerre d'Irak. Ok, qu'est-ce qu'on vous a appris? L'Amérique a gagné. J'ai dit, d'accord, est-ce que vous avez d'autres sujets dans l'histoire? Il me dit, oui, la deuxième guerre mondiale. J'ai dit, qu'est-ce qu'on vous a appris? L'Amérique a gagné. Donc, celui qui, dès le bas âge, on l'allait avec cette idée-là, l'Amérique a gagné, l'Amérique a gagné, l'Amérique a gagné. Quand il grandit, il considère que l'Amérique ne peut pas perdre. Nous, qu'est-ce qu'on nous apprend dès le bas âge? Nous sommes un pays pauvre. Nous sommes un pays pauvre. Nous sommes un pays pauvre. Nous naissons, nous grandissons, nous nous forgeons avec dans la tête l'idée que nous sommes un pays pauvre. Est-ce qu'un pays qui a 200 000 km², 700 km de côte sur l'Atlantique, des rivières et des fleuves, n'est-ce pas, pas de montagne, 13 millions d'âmes qui veulent s'en sortir, est-ce que ce pays peut être considéré comme un pays pauvre? Non, le Sénégal n'est pas pauvre, même si les Sénégalais sont pauvres. Il y a une différence, il y a une grande différence. Les Chinois aujourd'hui étaient dans un état de pauvreté à l'époque tel qu'il y a eu des savants, soi-disant, à la Gobineau, qui ont écrit que, de par l'angle facial des Chinois, ce pays était condamné à la misère et à la pauvreté. Et ces historiens, ces soi-disant scientifiques, avaient projeté l'image de millions de Chinois, comme des criquets, qui déferleraient sur la planète à la recherche de pitance. Quelle est la situation aujourd'hui? Les gens vont en Chine se présenter obséquieusement pour attirer l'attention des Chinois. Pour moi, le discours de Sarkozy à Dakar, c'est vrai, les intellectuels ont réagi. Mais ce discours, à mon avis, c'est les leaders politiques africains qui auraient dû apporter la réponse que les Chinois ont apportée à ces soi-disant scientifiques et à ces anthropologues. Voilà, pour moi, la grande bataille que nous devons gagner. Il faut avoir le courage de l'engager et de la gagner. Merci, M. Mamadou Diop Decroix, d'avoir été avec nous sur ce plateau de la TFM à Question Directe. M. Mamadou Diop Decroix
demande aux Sénégalais de croire à eux-mêmes, de travailler pour faire sortir le pays de la situation dans laquelle nous sommes. Et bien, si tout le monde y croit, on pourra s'en sortir. Merci à toute l'équipe technique qui m'a accompagné pour la réalisation de cette émission. Merci à Teroubi de nous avoir accueillis dans son jardin. Si vous voulez regarder ou réécouter cette émission, vous pouvez aller sur le site internet du groupe Futurs Médias, gfm.sn. Merci à tout le monde. Au revoir.